Sénat français, les collectivités territoriales et l'emploi. Agir plutôt que subir, tel est le mot d'ordre actuel face à la dégradation de la situation de l'emploi. Préoccupation majeure des Français, l'emploi mobilise nombre d'acteurs, qu'il s'agisse de l'État, de Pôle emploi, des partenaires sociaux, des chambres consulaires, de la société civile. Les collectivités ne sont pas en reste, confrontées en permanence aux conséquences désastreuses de la détérioration de la situation de l'emploi. Les élus locaux ont multiplié les initiatives, bien avant que la loi leur reconnaisse un rôle en la matière. Ils ont retroussé leurs manches pour entrer dans un domaine longtemps réservé à l'État et régi par une logique descendante, avec des résultats contrastés. Et pourtant, la mobilisation croissante et multiforme de cet ensemble d'acteurs n'a pas empêché la situation de l'emploi de se dégrader de façon significative. Alors que le préambule de la Constitution de 1945 affirme que chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. La barre des 10% du taux de chômage a de nouveau été franchie au premier semestre 2012. Si la crise a été un facteur aggravant, elle ne saurait à elle seule expliquer cette situation. Dès lors, le constat est limpide. Le fort volontarisme des acteurs ne suffit pas à améliorer la situation de l'emploi. Sur fond de foisonnement d'initiatives, le paysage institutionnel des politiques de l'emploi menées au niveau des territoires est devenu un véritable maquis. Déjà confrontés à une situation critique, les demandeurs d'emploi y perdent tous leurs repères et sont ballottés au gré des évolutions législatives et institutionnelles. Non seulement se retrouvent-ils dans un labyrinthe, mais celui-ci voit en outre des portes s'ouvrir et se fermer au fil du temps sans logique apparente. L'ensemble des acteurs revendiquent une simplification de ce paysage. La question en suspens étant comment il faut en ce domaine se garder de tout simplisme. La volonté d'y voir plus clair, tout à fait légitime, ne doit pas aboutir à un anéantissement des spécificités des initiatives locales qui ont fait leur succès. Outre la proximité et l'adaptation au territoire, l'approche intégrée des politiques de l'emploi qui caractérise l'action des collectivités doit absolument être préservée. Elle a l'avantage de réconcilier le secteur de l'insertion professionnelle et celui de l'insertion sociale, de faire le lien entre le développement économique, l'emploi et la formation, et de ne pas négliger l'impact des politiques de transport et de logement sur l'emploi. Dès lors, la délégation aux collectivités territoriales et la décentralisation ne sauraient faire l'économie d'une réflexion sur le paysage institutionnel des politiques de l'emploi menées au niveau local. Sans prétendre à l'exhaustivité tant le sujet est vaste, les questions de l'orientation et de la formation, notamment que mériterait un rapport à elles seules, n'ont pu être abordées dans le détail, mais sous l'angle de leur interaction avec les autres aspects de la politique de l'emploi. Votre rapporteur espère toutefois que ce sujet fondamental pourra être traité dans un avenir proche. Le rôle prépondérant de l'État et de Pôle emploi. Parallèlement au rôle évidemment essentiel des acteurs économiques, les pouvoirs publics détiennent en matière d'emploi une responsabilité forte de plus en plus affirmée. En premier lieu, l'État a développé des politiques publiques spécifiques afin de favoriser l'emploi. Elles visent notamment à fluidifier le marché du travail et à en réduire les déséquilibres. Elles occupent désormais une place considérable dans l'action comme dans le débat public. Les résultats obtenus dans la lutte contre le chômage figurant parmi les critères sur lesquels un gouvernement est jugé. Cette place grandissante prise par la politique de l'emploi s'est notamment traduite par la mise en place d'un service public de l'emploi, par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005. L'article L. 5311-1 du Code du travail affirme qu'il a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion. Il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. L'article suivant précise que ce service public de l'emploi est assuré par les services de l'État
chargée de l'emploi et de l'égalité professionnelle. L'institution publique mentionnée à l'article 5312-1 Pôle emploi. Petit 3, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. L'État joue ainsi un rôle prépondérant, comme l'énonce notamment l'article 2251-1 du Code général des collectivités territoriales. L'État a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que la défense de l'emploi. Il en définit les orientations et les outils au niveau national. Au niveau local, les services qui choisissent des directs ou des préfectures et sous-préfectures participent à leur mise en œuvre. Issu de la fusion de l'ANPE et des ACEDIC adoptée par la loi le 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, Pôle emploi est une institution nationale publique, dont le statut a été précisé par le décret numéro 2008-1010 du 29 septembre 2008. Ce dernier le fait figurer sur la liste des établissements publics administratifs de l'État autorisés à déroger à la règle selon laquelle les emplois permanents des établissements publics sont occupés par des fonctionnaires. Il constitue le principal opérateur sur lequel l'État peut s'appuyer pour mettre en œuvre sa politique. Comme le rappelle le rapport de la mission commune d'information relative à Pôle emploi, rendu sous la présidence de notre collègue Claude Jeanneret et rédigé par notre collègue Jean-Paul Alduin. Les missions de Pôle emploi. D'après l'article L. 5312 du Code du travail, une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de 1. Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle. Petit 2. Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes qui disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel. Prescrire toute action utile pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer au parcours d'insertion sociale et professionnelle. Petit 3. Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre du premier livre 4 de la présente partie et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues au chapitre 6 du titre 2 du livre 4. Petit 4. Assurer pour le compte de l'organisme du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et pour le compte de l'État ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24. Le service des allocations de solidarité prévu à la section 1 du chapitre 3 du titre 2 du livre 4 de la présente partie de la prime forfaitaire mentionnée à l'article 5425. Des allocations mentionnées à l'article L. 1084-21, ainsi que toute autre allocation ou aide dont l'État lui confierait le versement par convention. Petit 5. Recueillir, traiter, diffuser et mettre à disposition des services de l'État et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Petit 6. Mettre en œuvre toute autre action qui lui sont confiées par l'État, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission. Comme l'a exposé la mission commune d'information relative à Pôle emploi, sa gouvernance a été conçue de façon à y associer étroitement les partenaires sociaux, mais sans dessaisir l'État de la maîtrise de l'opérateur, outil essentiel de la politique de l'emploi.
Cette association se traduit par la conclusion d'une convention tripartite pluriannuelle conclue entre l'État, l'UNEDIC, organisme paritaire, et Pôle emploi, qui définit les objectifs assignés à ce dernier au regard de la situation de l'emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués, ainsi que la composition de son conseil d'administration, au sein duquel les représentants des organisations patronales et syndicales disposent de la majorité. Ces ressources proviennent à hauteur environ des 2 tiers de l'UNEDIC et pour le solde d'une dotation budgétaire de l'État. Elles sont complétées par des subventions des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics et par les produits reçus au titre de certaines prestations. Sans prétendre à une évaluation exhaustive de la politique de l'emploi déployée par l'État et par Pôle emploi, et en se limitant au seul chiffre du chômage, force est de constater la médiocrité des résultats observés au premier trimestre 2012. Le taux de chômage au sens du BIT atteint la barre des 10% d'après l'INSEE. Ce dernier précise que pour la France métropolitaine, avec 2,7 millions de personnes au chômage, le taux de chômage s'élève à 9,6%, tant pour les hommes que pour les femmes, en hausse de 0,3 points par rapport au quatrième trimestre 2011, et après une progression de 0,1 point par rapport au troisième trimestre 2011. Il retrouve son niveau de 1999. Si la crise entamée en 2007 a bien évidemment été un facteur aggravant, la situation n'apparaissait guère plus satisfaisante les années antérieures. Le taux de chômage étant resté entre 7,4% et 8,8% de 2000 à 2006 d'après l'INSEE. La situation paraît encore plus alarmante dès lors que sont considérées des données plus détaillées, telles que le nombre de chômeurs de longue durée ou jeunes. D'après l'INSEE, 3,9% des actifs en France étaient au chômage depuis 1 an ou plus en 2010, tandis que le taux de chômage des 15-24 ans avoisinait les 23%. S'il ne s'agit bien évidemment pas de rendre l'État responsable d'une situation qu'il ne maîtrise pas entièrement, ce constat conduit forcément à s'interroger sur l'efficacité des politiques qu'il a déployées jusqu'à présent. La situation actuelle est d'autant plus préoccupante qu'un désengagement de l'État est perceptible dans ce domaine, comme l'a exposé notre collègue François Patria dans son rapport sur la mission Travail et Emploi du projet de loi de finances pour 2012 précité. En effet, il fait le constat d'un budget qui se désengage des politiques actives de l'emploi et de lutte contre le chômage, avec une réduction de 9% de l'effort global de la nation en faveur de l'emploi et de la lutte contre le chômage. Dans le projet de loi de finances pour 2012, comme il le souligne, l'effort de l'État se relâche au moment même où les tensions sur le marché de l'emploi réapparaissent. Le budget 2012 est symptomatique d'une politique de l'emploi à contretemps. Le choix du précédent gouvernement a été de réduire drastiquement les dépenses budgétaires d'intervention. S'agissant des programmes 102 accès et retour à l'emploi et 103 accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi, si les moyens de fonctionnement sont maintenus en valeur, la totalité de la réduction des crédits porte sur les dépenses d'intervention moins de 15%. Cette politique prive le pays d'un levier de lutte important contre le chômage. Elle fait même courir le risque d'une explosion des dépenses sur les dispositifs sous-budgétisés, les contrats aidés, l'accompagnement des restructurations économiques et les dépenses de solidarité. De fait, le financement de nombreux dispositifs a été soit sous-budgétisé, soit débudgétisé, en faisant porter la charge sur les partenaires sociaux, les opérateurs ou les collectivités territoriales pour des missions jusqu'alors assumées par l'État. Ainsi, comme le résume François Patria, globalement, le budget pour 2012 n'ouvre aucune mesure nouvelle en faveur de l'emploi pour compenser les réductions de crédits causées par l'extinction des dispositifs en cours. Il s'agit donc davantage d'un budget de préservation que d'activation des politiques de l'emploi. Votre rapporteur reprend en son compte son appréciation
selon laquelle, au final, sans méconnaître l'impératif de retour à l'équilibre des finances publiques, il ne s'agit pas de demander plus de dépenses, mais de regretter le choix fait par le gouvernement de se désengager des politiques actives de l'emploi et de lutte contre le chômage. La fusion de l'ANPE et des ACEDIC en un seul opérateur, Pôle emploi, a entraîné des dysfonctionnements importants au niveau de l'accompagnement et du suivi des demandeurs d'emploi, aggravés par la crise et la nécessité d'un traitement de masse du chômage, pour reprendre l'expression employée par notre collègue Jean-Paul Aduy. Sans vouloir refaire l'inventaire de ces difficultés, votre rapporteur a particulièrement été frappé par certains signes visibles de l'incapacité de Pôle emploi à répondre de manière satisfaisante à l'ensemble des missions qui lui ont été confiées. Par exemple, et comme l'a également souligné notre collègue Jean-Luc Fichet en délégation, l'objectif d'un référent pour 60 demandeurs d'emploi en premier lieu pour les parcours renforcés fixés par la convention pluriannuelle signée entre l'État, l'UNESIC et Pôle emploi. Comme l'a révélé la mission présidée par Claude Jeanneret, le portefeuille moyen d'un conseiller compte aujourd'hui entre 100 et 110 demandeurs d'emploi, avec des fortes variations régionales. Ce nombre est beaucoup plus élevé dans des régions particulièrement touchées par la crise, comme le Nord-Pas-de-Calais ou la Franche-Comté. La mission également souligné qu'en décembre 2010, 32,2% des conseillers suivaient plus de 130 demandeurs d'emploi et des pointes à plus de 200 demandeurs ne sont pas rares dans les bassins d'emploi sinistrés. Encore, ces ratios sont-ils calculés en prenant en compte seulement le portefeuille dit actif de chaque conseiller, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi qui doivent être reçus en principe chaque mois. Les demandeurs d'emploi qui sont en formation, par exemple, ne sont pas concernés par le SMP, suivi mensuel personnalisé. Ils peuvent néanmoins avoir besoin ponctuellement des services de Pôle emploi et ne doivent donc pas être négligés si l'on veut apprécier la charge de travail complète des gens. Malgré l'implication des personnels de Pôle emploi, l'insuffisance des moyens dont dispose l'opérateur pèse sur ses résultats et sa capacité à assumer tous ces moyens. Cet aspect a particulièrement été souligné par les représentants des organisations syndicales entendus par votre rapporteur lors de son déplacement à Lille. À ce sujet, la mission d'information relative à Pôle emploi a précisé que la comparaison internationale effectuée par l'IGF montre que le service public de Pôle emploi français n'est pas le mieux doté en personnel et que les effectifs consacrés à l'accompagnement rapportés au nombre de demandeurs d'emploi sont plus faibles qu'au Royaume-Uni ou en Allemagne. Dans ce cadre, votre rapporteur salue le renforcement des moyens de Pôle emploi annoncé par le nouveau ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et dialogue, M. Michel Sapin. S'agissant de la relation avec les employeurs, votre rapporteur a été surprise de la faiblesse de la proportion des offres d'emploi collectées par l'opérateur national par rapport aux offres effectivement disponibles. Alors que cette mission fait partie de ses attributions, Pôle emploi est loin d'assurer un monopole dans ce domaine, puisque sa part de marché s'est élevée en moyenne à 17% en 2010. La part de marché est le rapport au cours d'une période donnée entre le nombre d'offres d'emploi publiées et le nombre d'emplois offerts au recrutement. Le dénominateur de ce ratio est évalué à partir des déclarations uniques d'embauche, DUE, dont les entreprises doivent s'acquitter préalablement à toute embauche. Elle atteint 34% en 2010 et si l'on considère uniquement les offres en CDI, le marché des offres d'emploi est ainsi majoritairement un marché caché. Si les entreprises n'ont pas nécessairement besoin de faire appel à Pôle emploi pour recruter, elles peuvent choisir délibérément d'utiliser leur réseau par exemple. Cette proportion s'explique également par un certain déficit de confiance des entreprises vis-à-vis de Pôle emploi. Certaines entreprises, notamment des plus petites d'entre elles, ont le sentiment d'un traitement inégal s'agissant de l'appui au recrutement. Les plus grandes structures sont à leur jeu davantage accompagnées par Pôle emploi en raison de l'importance de leur nombre d'offres à pourvoir,
alors que les plus petites entreprises auraient davantage besoin d'un appui à ce niveau. Elle relève également que, additionnées les unes aux autres, leurs offres d'emploi constituent des masses non négligeables d'un point de vue global. Ce point a particulièrement été souligné par les représentants des chambres consulaires entendus par votre rapporteur lors de son déplacement à Marseille. Les grandes entreprises, pour leur part, regrettent parfois que le filtrage des CV qui leur sont envoyés soit insuffisant, ce qui les conduit à devoir en traiter un nombre important par offre d'emploi, comme l'a évoqué la représentante de l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône. Face à ces difficultés qui ne sont pas seulement d'ordre conjoncturel, la réaction de bon nombre d'élus locaux a été de déployer une politique volontariste en complément de celle conduite par l'État et Pôle emploi. L'enjeu que constitue l'emploi est en effet tel qu'il ne peut laisser les élus locaux indifférents. Comme le rappelait Jean Marimbert dans son rapport sur le rapprochement des services de l'emploi, en matière de politique de l'emploi, la responsabilité ressentie reste la responsabilité nationale, celle du gouvernement. Mais le réflexe en cas de difficulté au niveau local est également de se tourner vers les élus de proximité, en particulier les maires et les élus régionaux, perçus comme des autorités de recours et comme devant exercer leur responsabilité en matière de développement local, y compris dans le traitement de ces aléas négatifs. Cette perception est paradoxale en ceci que les gouvernements successifs, même s'ils gardent des marges de manœuvre et une responsabilité d'ensemble concernant les grandes orientations de la politique économique et des politiques sociales, ont vu leur capacité d'action face aux aléas de l'emploi fortement réduite par de nombreux phénomènes: ouverture des économies, capacité et volonté d'intervention directe dans le fonctionnement de l'économie moindre que par le passé. En revanche, elle prend pleinement en compte la capacité désormais forte des élus locaux à faire preuve d'imagination et de réactivité dans la politique de développement et d'emploi sur les territoires. Envisagée dans une logique de complémentarité et non de concurrence avec les interventions des autres acteurs et au regard des insuffisances de la politique conduite par l'État, la mobilisation des collectivités en faveur de l'emploi est loin d'être superflue. Si le succès d'une politique publique n'est pas nécessairement une question de moyens, force est de souligner l'importance de cette dimension dans le cas particulier de la politique de l'emploi. Dès lors qu'un accompagnement renforcé et personnalisé des demandeurs d'emploi est de plus en plus recherché, nombre d'acteurs ont d'ailleurs souhaité jouer un rôle actif en matière de politique de l'emploi, au complément des actions menées par l'État et son opérateur. Les partenaires sociaux, les chambres consulaires ou les associations se sont ainsi également investis en faveur de l'emploi. L'État lui-même a pu encourager les collectivités à intervenir dans ce domaine, comme l'a exposé l'Alliance Ville-Emploi, Association nationale de collectivités territoriales pour la formation, l'insertion et l'emploi et réseau national des maisons de l'emploi et des plans locaux pour l'insertion et l'emploi. À votre rapporteur, l'emploi est ainsi devenu, depuis les années 1980, une compétence de fait des collectivités territoriales et de leurs groupements, pour reprendre le terme employé par l'Alliance Ville-Emploi, désormais reconnu par les textes. Cet engagement se manifeste notamment par des actions développées par les collectivités elles-mêmes, ou par la création et la participation aux instances que sont les missions locales, les maisons de l'emploi et les PLIE. Leur gouvernance et leur financement sont partagés entre les différents acteurs qui y participent, et ces instances disposent d'une certaine autonomie. La loi prévoit néanmoins la participation d'au moins une collectivité à chacune d'entre elles. Les élus y jouent un rôle majeur, notamment d'impulsion des politiques. La connaissance du terrain est un facteur essentiel de réussite des initiatives menées en matière d'emploi. Une connaissance fine des spécificités et des potentialités de chaque bassin d'emploi est la condition nécessaire à l'élaboration d'actions adaptées à ces derniers. C'est la raison pour laquelle nombre d'acteurs encouragent une territorialisation accrue des politiques de l'emploi, même lorsqu'elles sont menées sous la responsabilité de l'État ou de l'opérateur national qui est Pôle emploi.
Comme l'exposait la mission d'information relative à Pôle emploi, la territorialisation de l'action de l'opérateur national est la clé de son adaptation aux réalités des territoires et à l'hétérogénéité de leur situation économique et sociale. Il s'agit dès lors d'un dispositif à remettre au premier plan. L'objectif d'une proximité plus forte avec les territoires a été retenu parmi les trois priorités fixées à Pôle emploi dans la convention pluriannuelle signée entre l'État, l'UNESIC et Pôle emploi le 11 janvier 2012. Il est précisé que Pôle emploi recherchera dans les prochaines années une plus grande souplesse et une meilleure adaptabilité de son offre de services en fonction des réalités territoriales, qu'il s'agisse des caractéristiques du bassin d'emploi ou de la présence de partenaires avec lesquels des coopérations peuvent être nouées. Cette territorialisation passe ainsi par une meilleure connaissance du terrain, mais aussi par le renforcement des partenariats entre Pôle emploi et les acteurs locaux. Ces derniers sont au cœur du rapport de la Commission sur la territorialisation de Pôle emploi présidée par Madame Rose-Marie Van Leerberghe, qui a remis ses conclusions en avril 2010. De fait, la proximité des acteurs locaux avec les territoires facilite leur appréhension des politiques de l'emploi susceptibles d'être mises en œuvre au niveau local. De fait, la proximité des acteurs locaux avec les territoires facilite leur appréhension des politiques de l'emploi susceptibles d'être mises en œuvre au niveau local. La prise en compte de la question de l'emploi frontalier par la Maison de l'emploi et la formation des pays de Saint-Louis, 3 frontaliers du pays du Sandoug. Outre la connaissance des besoins de la population, les élus peuvent également prendre connaissance des besoins des entreprises ou des évolutions qui les concernent, par exemple dans le cadre de leur action de développement économique. Lorsqu'une entreprise souhaite s'implanter ou se déployer, ou lorsqu'elle rencontre des difficultés, elle se tourne en effet souvent vers les élus locaux pour trouver des solutions appropriées. Accompagnées d'une politique adaptée, ces informations rendent possible une anticipation des besoins au niveau du bassin d'emploi. Lorsque l'implantation d'une entreprise, par exemple, est annoncée suffisamment en amont, un repérage des métiers en tension dans le domaine de l'entreprise peut être opéré et des actions de formation adéquates peuvent être développées. La proximité du terrain facilite également la mobilisation des énergies locales. Comme l'a relevé notre collègue Georges Labézé, les élus locaux peuvent jouer un rôle de catalyseur du rapprochement entre les acteurs de la politique de l'emploi et le monde économique. Or, ce rapprochement est source d'opportunités considérables pour l'emploi. La proximité du terrain favorise ainsi l'élaboration de démarches innovantes et créatives suivant une démarche ascendante et non plus descendante. Les plateformes territoriales pour l'avenir et l'emploi des jeunes de la région Nord-Pas-de-Calais. La capacité des élus locaux à mobiliser les acteurs locaux peut être illustrée par le projet de développement de 14 plateformes territoriales pour l'avenir et l'emploi des jeunes. Dans la région du Nord-Pas-de-Calais, partant du constat d'une rupture et d'un fossé qui se creuse entre la jeunesse et le monde du travail réalisé lors des États généraux pour l'avenir et l'emploi des jeunes qui se sont déroulés dans la région de février à juillet 2011, elles sont destinées à instaurer une intermédiation de proximité entre les employeurs et les jeunes. Dans cet objectif, ces plateformes seront dirigées par des personnes issues du monde de l'entreprise. La première d'entre elles a vu le jour à Lille et l'expérience est en cours de généralisation d'après les informations fournies à votre rapporteur. Comme le précise le document cadre relatif au pacte pour l'avenir et l'emploi des jeunes adopté par le Conseil régional et dans lequel s'inscrit cette démarche, les plateformes sont chargées de mettre en relation les besoins des entreprises et les potentiels des jeunes à la recherche d'un emploi. Les plateformes doivent contribuer à réduire l'opacité du marché du travail en portant à la connaissance des jeunes les offres d'emploi qui ne sont pas déjà identifiées par les opérateurs. Chaque plateforme répond à un cahier des charges et rend compte des postes pourvus.
Elle s'adresse en particulier aux jeunes qui, pour des raisons diverses liées à leur origine, à leur lieu de résidence, à l'enclavement du territoire dans lequel ils résident, à leur environnement social ou à leur histoire personnelle, n'ont pas accès à une offre d'emploi qui leur est quasiment totalement opaque. Les jeunes des zones urbaines sensibles et ceux des zones rurales devraient être prioritairement concernés. Le dispositif est marqué par une volonté d'apporter des réponses simples aux attentes complexes des entreprises, prises dans leur complémentarité alternance formation emploi direct. D'après ce document, le pari nouveau qui est proposé par cette mobilisation inédite consiste à mobiliser sur tout le territoire régional plusieurs centaines de chefs de file métiers qui sont des entrepreneurs, s'engageant comme tels dans une conscience aiguë de la responsabilité sociale des entrepreneurs. C'est parce que ces entrepreneurs sauront parler aux entreprises du domaine qu'ils animent et des métiers qu'elles portent que le déclic pourra se produire et que le circuit court sera rendu possible. Ce dispositif a été conçu dans le cadre d'un dialogue avec les acteurs du droit commun, de l'emploi, de la formation et du monde économique. Il devrait s'appuyer sur une ingénierie financée par la région ainsi que sur une ingénierie mise à disposition par les partenaires Mission locale Pôle emploi. La place grandissante prise par les collectivités territoriales dans le champ de la politique de l'emploi dérive en partie des transferts de certaines compétences opérées en matière de développement économique, d'insertion sociale et de formation. La politique de l'emploi ne peut en effet être conçue indépendamment de ces domaines d'intervention. L'offre de formation doit être adaptée aux besoins actuels ou à venir du bassin d'emploi. Ce dernier est par ailleurs influencé par les projets de développement économique. Il est en outre des freins à l'emploi qui ne peuvent être levés que par un accompagnement social adapté. Enfin, les interventions des collectivités concernant le transport, le logement, le développement des structures de garde d'enfants sont déterminantes pour la situation de l'emploi. De manière générale, la politique de l'emploi fait l'objet d'un changement d'approche. Il est désormais acquis qu'elle ne peut se résumer à des opérations de placement des chômeurs et qu'elle doit être conçue de manière intégrée. Comme le résume M. Jean Le Garrec, président de l'Alliance Ville-Emploi, elle fait aujourd'hui l'objet d'une véritable ingénierie de projet. L'Association des maires des grandes villes de France a ainsi souligné l'importance d'une politique de l'emploi basée sur l'anticipation des mutations économiques et sur la prospective des, des métiers émergents. Monsieur Rémy Pauvros, membre du conseil d'administration de l'Assemblée des communautés de France, a pour sa part précisé que la gestion territoriale de l'emploi et des compétences, en lien avec la politique d'appui aux filières et un champ nouveau de l'action économique principalement développé par les agglomérations, bien que de nombreuses communautés de communes s'y engagent également. Cette fonction de mise en réseau est fondamentale pour impulser des projets et coproduire des stratégies de gestion territoriale des ressources humaines, avec les organismes paritaires, collecteurs agréés, les branches professionnelles, le monde économique organisé. Ces stratégies permettent de dépasser l'approche curative des politiques de l'emploi pour se saisir des enjeux globaux de qualification locale du territoire dans une approche prévisionnelle. De fait, les projets de développement économique portés par les collectivités produisent intrinsèquement des effets sur l'emploi. Les collectivités peuvent néanmoins considérablement en renforcer l'impact, en prévoyant une articulation entre ces projets et les actions conduites dans le domaine de l'emploi, quels qu'en soient les acteurs. Cette articulation passe tout d'abord par une communication des élus porteurs de projets de développement économique à destination des acteurs des politiques de l'emploi afin qu'une anticipation des besoins soit effectivement possible. En outre, les schémas régionaux de développement économique peuvent trouver des applications spécifiquement tournées vers l'emploi. Les aides aux entreprises peuvent ainsi être régies par un principe de conditionnalité et le respect des clauses favorables à l'emploi. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, le SRDE a par ailleurs été décliné
en 22 plans locaux de développement économique, qui prévoient un suivi des filières, une aide à la création d'entreprises, des dispositifs favorisant la mobilité des demandeurs d'emploi. Un autre exemple de décloisonnement fourni par l'ADCF est celui de la communauté d'agglomération de Rennes Métropole, qui a bâti un projet de gestion territoriale des emplois et des compétences à partir de son plan local d'habitat. Il s'est traduit par un travail sur la valorisation de l'image des métiers du bâtiment, la détection des candidats potentiels et l'élaboration d'un plan de formation spécifique. Par ailleurs, le rôle des départements en matière d'action sociale les place au cœur d'une approche intégrée des politiques de l'emploi liant l'insertion sociale et professionnelle, compte tenu de l'ampleur des financements qu'il assume au titre du revenu de solidarité active RSA. Ils ont en outre un intérêt direct à un retour de l'emploi rapide et durable de leurs bénéficiaires. Si les collectivités sont fondées à intervenir en matière de la politique de l'emploi et n'ont pas vocation à se substituer à l'État ou à Pôle emploi, elles n'en expriment d'ailleurs pas le souhait. De fait, les collectivités interviennent dans la majorité des cas en partenariat avec les autres acteurs impliqués dans ce domaine, qu'il s'agisse de l'État, de Pôle emploi, des partenaires sociaux, des chambres consulaires, des associations. La recherche de complémentarité qui, qui, qui caractérise leur engagement en faveur de Pôle emploi s'est traduite par la conduite d'actions spécifiques adaptées aux besoins des territoires qui n'étaient pas suffisamment développés par l'État et son opérateur quand n'étaient pas simplement inexistantes. Ainsi en est-il notamment, notamment s'agissant de l'insertion professionnelle des jeunes et des personnes les plus éloignées de l'emploi. De la même façon, les collectivités ont cherché à créer des synergies entre les différents acteurs en les rassemblant au sein d'instances uniques. Comme le résume l'Alliance Ville-Emploi, s'agissant des maisons de l'emploi et des PILE, ces instances ont vocation soit à faciliter la mise en œuvre des services déjà rendus ou susceptibles de l'être par leurs composantes constitutives, soit à développer des services complémentaires venant en additionner de l'existant. Les missions locales assurent des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans. Leur création en 1982 a été impulsée par le gouvernement, à la suite du rapport de Bertrand Chouard sur l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, remis au Premier ministre Pierre Mauroy. Elles peuvent être constituées entre l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et des associations. Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public. Leur atout est d'assurer aux jeunes un suivi global et renforcé liant insertion sociale et professionnelle par un référent unique. Le Code du travail précise qu'elle favorise la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment par les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle et sociale. Elle contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre dans leur zone de compétence d'une politique locale concertée d'insertion professionnelle et sociale des gens. 3,9 millions d'entretiens individuels ont été réalisés en 2010. Les jeunes reçus en entretien individuel ont signé 600 000 contrats de travail, donc 400 000 contrats de travail classiques, 70 000 contrats aidés et 46 000 contrats en alternance, soit une augmentation de 6% par rapport à 2009, essentiellement liée à la hausse des contrats en intérim et en alternance. 27% des jeunes en premier accueil ont trouvé un emploi dans les moins de 6 mois. 219 000 jeunes demandeurs d'emploi ont été accompagnés par les missions dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi, déployé par Pôle emploi, dont 183 000 dans le cadre conventionnel, soit 122% de l'objectif conventionnel réalisé. 12 190 professionnels travaillent dans les missions locales. 11 419 salariés et 800 personnels
mis à disposition ou affectés. Les missions locales bénéficient de 600 millions d'euros de financement, dont 47% proviennent de l'État et 40% des collectivités locales. Le coût de la collectivité nationale pour chaque jeune accompagné s'élève à 433 euros. Les missions locales assurent le suivi d'une partie des jeunes demandeurs d'emploi à la place de Pôle emploi. Dans le cadre d'une relation dite de co-traitance, cette dernière se définit comme le contrat par lequel Pôle emploi délègue à un organisme pour le public spécifique dont il a légalement la charge. L'exécution de tout ou partie de ces missions. L'État a ainsi versé 35 millions d'euros aux missions locales en 2010 pour assurer l'accompagnement de 150 000 jeunes. Le rapport réalisé par l'Inspection générale des finances en juillet 2010 sur les missions locales dresse un constat positif de leur action. Les conclusions de la mission tendent à conforter le modèle. En effet, sans résoudre la question du chômage des jeunes, il produit des résultats qui témoignent d'un réel potentiel pour des coûts inférieurs à ceux des dispositifs comparables. Les taux de couverture de la population jeune sont élevés. Les missions locales remplissent largement les objectifs que l'État leur fixe à travers les conventions pluriannuelles qui concluent avec chacune d'elles. Le taux d'accès à l'emploi jeune suivi par les missions locales est faible, mais il est comparable aux performances des autres dispositifs d'accompagnement des jeunes en difficulté d'insertion. Les coûts des missions locales sont moins élevés que ceux d'opérateurs comparables, et les efforts de rationalisation du réseau ont permis une légère diminution du poids des fonctions support. Leur situation financière est saine dans l'ensemble, même si des points de vigilance sont à observer. Fragilité de certaines missions locales en nombre limité, charges peu flexibles, difficultés dans la gestion des crédits du Fonds social européen. Ces performances tiennent au caractère doublement intégrateur des missions locales qui fait leur originalité. Intégrateur de moyens cofinancés par l'État et les collectivités locales, les missions locales font la synthèse des forces économiques. Des forces économiques, associatives et sociales locales pour mettre en œuvre en direction des jeunes, les politiques d'insertion dont elles sont l'instrument. Intégrateurs de services, les missions locales s'attachent à intégrer l'ensemble des services locaux pour fournir aux jeunes un accompagnement global, emploi, formation, mais aussi logement, santé, mobilité, voire culture ou sport, en entretenant des relations partenariales avec tous les acteurs locaux de l'insertion des jeunes. La force de ce modèle repose largement sur l'autonomie des structures qui favorisent leur dynamisme et leur capacité de synthèse. Sa contrepartie est le risque de favoriser le développement d'une offre inégale sur le territoire, ce qui rend fondamentale la construction d'un réseau efficace. En outre, les analyses de la mission montrent que les performances des missions locales en termes d'accès à l'emploi sont meilleures lorsque leur offre de service est orientée vers l'emploi et qu'elle s'implique dans la prospection d'offres auprès des employeurs. Le rapport formule toutefois une série de recommandations visant à renforcer le potentiel fédérateur des missions locales tout en consolidant leur orientation vers l'emploi, à développer des incitations à la performance adaptées aux spécificités des missions locales et à consolider et dynamiser le réseau. Il propose, notamment dans le cadre du premier objectif, de préciser les relations financières avec les collectivités publiques. Il s'agit de conserver une autonomie aux missions locales par rapport à leurs financeurs afin de préserver le modèle initial des missions locales qui a fait la preuve de son potentiel fédérateur et de garantir la conformité des financements aux règles européennes relatives aux aides de l'État.
Mise en place par certaines collectivités au début des années 1990, puis consacrée par la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi peuvent être établis par des communes et leurs groupements afin de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en grande difficulté d'insertion sociale et professionnelle, dans le cadre de parcours individualisés en associant accueil, accompagnement social, orientation, formation, insertion et suivi. Dans ce cadre, des référents uniques de parcours des PILE définissent avec les participants un accompagnement individualisé de proximité qui s'inscrit dans la durée sans limite de temps avec un objectif d'insertion professionnelle à l'issue du parcours. L'objectif des PILE est de conduire le participant vers un emploi durable avec un justificatif à l'appui. Outre son caractère renforcé, et cet accompagnement a l'avantage de se prolonger une fois la personne recrutée. Lors des 6 premiers mois du contrat de travail, afin de faciliter son insertion dans l'entreprise, s'ils sont initiés et portés par des communes ou leurs groupements, les PLIE peuvent associer d'autres collectivités territoriales, des entreprises et des organismes intervenant dans le secteur de l'insertion et de l'emploi. La circulaire DGEFP du 21 décembre 1999 précise qu'il constitue un dispositif de mise en cohérence des interventions publiques au plan local afin de favoriser l'accès ou le retour à l'emploi des personnes les plus en difficulté. Plateforme de coordination, les PLE mobilisent pour la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs clairement identifiés l'ensemble des acteurs intervenant avec l'État et les services publics de l'emploi en matière d'insertion sociale et professionnelle, collectivités locales, entreprises et organismes socioprofessionnels, structures d'insertion par activité économique, associations. Cette démarche partenariale, accompagnée et soutenue par l'État, est destinée à renforcer dans un territoire donné par une bonne coordination et par la mobilisation de moyens supplémentaires, la cohérence et l'efficacité des diverses politiques d'insertion. Les PLIE assurent par ailleurs l'ingénierie technique et financière des dispositifs contribuant au retour à l'emploi de leurs participants. Ils gèrent notamment des crédits du FSE, au regard duquel ils sont organismes intermédiaires dans ce cadre. L'apport des collectivités constitue un levier de mobilisation des financements européens. D'après l'Alliance Ville-Emploi, les PLUE ont été financés uniquement par les fonds européens, le FSE et par les collectivités territoriales de 1990 à 2004. L'État venant depuis 2004 en valorisation des rémunérations de contrats aidés et depuis 2007 en valorisation de diverses mesures ou en fonds directs parfois. L'Alliance Ville-Emploi a toutefois insisté avec force sur la complexité induite par la gestion de ces crédits européens à laquelle il convient de remédier au plus vite. Plusieurs de nos collègues, notamment Pierre Jarlier et Georges Labazé, ont particulièrement insisté sur ce point en délégation. Comme l'a exposé Antoine Lefebvre, une réflexion doit se tenir à ce sujet au niveau national. Nombre des difficultés rencontrées trouvent en effet leur origine dans l'inadaptation des règles définies au niveau national et non au niveau européen. Monsieur André Richard a fort justement mis en avant l'opportunité que constitue pour la région Alsace l'expérimentation relative à la gestion des fonds européens. Elle a été particulièrement efficace contre le dégagement d'office et confirme pour ses nombreux partisans la pertinence d'un transfert de l'autorité de gestion des fonds européens aux régions. À Marseille-Provence Métropole, les difficultés financières des PLIE ont conduit la communauté urbaine à engager une démarche pour mobiliser les crédits européens en leur nom et faire l'avance de trésorerie nécessaires pour qu'ils puissent fonctionner dans de bonnes conditions.
Les maisons de l'emploi ont été consacrées par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale afin de répondre à l'objectif de coordination des actions menées dans le cadre du service public de l'emploi. L'exposé des motifs de la loi précise qu'elles sont pour mission de mutualiser les moyens de chacun des acteurs du service public de l'emploi pour une meilleure efficacité du service rendu aux entreprises et aux demandeurs d'emploi. Le Code du travail, dans sa version actuelle, dispose qu'elle concourt à la coordination des politiques publiques et du partenariat local des acteurs publics et privés qui agissent en faveur de l'emploi, de la formation, de l'insertion et du développement économique. Suivant ainsi une approche résolument intégrée, on décompte 196 maisons de l'emploi sur le territoire, 15 800 communes sont comprises dans leur périmètre, soit 25 millions d'habitants. Elle associe obligatoirement l'État, Pôle emploi et au moins une collectivité ou un EPCI, mais une multitude de partenaires peuvent également y participer. L'Alliance Ville-Emploi a particulièrement insisté sur la spécificité de la gouvernance qui est tripartite. Madame Marie-Pierre Établie d'Argencé, sa déléguée générale, a précisé devant la mission présidée par Claude Jeannereau que l'État, Pôle emploi et l'élu y ont une vraie fonction de prise de décision, de pilotage de la structure, de mise en cohérence des interventions de la maison de l'emploi. Avant de préciser que dès lors que Pôle emploi participe à la gouvernance des maisons de l'emploi, il ne peut y avoir, sauf exception, de concurrence entre Pôle emploi et les maisons de l'emploi. La gouvernance des maisons de l'emploi, d'après l'arrêté du 21 décembre 2009, portant cahier des charges des maisons de l'emploi, les membres de la gouvernance. La gouvernance des maisons de l'emploi est structurée autour de membres constitutifs obligatoires, de membres constitutifs à leur demande et de partenaires associés. Les membres constitutifs obligatoires sont au nombre de 3, les collectivités territoriales ou leurs groupements porteurs de projets, l'État et Pôle emploi. Le conseil régional, le conseil général, les intercommunalités et les communes distinctes de la collectivité territoriale fondatrice concourant au projet sont à leur demande membres constitutifs. Tous les autres acteurs locaux de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle, parmi lesquels les partenaires sociaux peuvent devenir des membres associés à la maison de l'emploi, dès lors que leur admission a reçu l'accord préalable des membres constitutifs obligatoires. Les modalités de représentation. Les membres constitutifs obligatoires de la maison de l'emploi doivent disposer de la majorité des voix au sein du conseil d'administration et du bureau. Cette condition est respectée lorsqu'ils disposent à eux seuls de la majorité des voix plus une. Mise en place des conseils d'orientation. Les maisons de l'emploi disposent d'une réelle connaissance de l'activité et de l'emploi au niveau local. Il est dès lors indispensable qu'elles associent les acteurs économiques quelles sont les entreprises et les partenaires sociaux. Dans ce cadre, elles seront également amenées à développer des actions dans le champ de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territorialisées. Par conséquent, afin d'associer les entreprises et les partenaires sociaux, représentants patronaux et salariaux à la définition de grandes orientations et au suivi des projets, il est souhaitable, quoique nullement obligatoire, que les maisons de l'emploi créent un conseil d'orientation ou toute structure ou mission équivalente. Ils seront composés notamment des représentants des partenaires sociaux, des entreprises et de toute autre personnalité qualifiée. Lorsque les maisons de l'emploi ont été créées, cette mission de coordination des différents acteurs était d'autant plus importante qu'il existait alors peu de lieux de rencontre et d'échange entre les différentes parties prenantes de la politique de l'emploi. Les maisons de l'emploi favorisaient ainsi le dialogue, par exemple entre les services des ACDIC et de l'ANP. La création de Pôle emploi a entraîné une réflexion sur l'évolution du rôle des maisons de l'emploi. Elle s'est traduite par l'adoption d'un nouveau cahier des charges dont le respect conditionne l'octroi de financement de l'État par arrêté du 21 décembre 2009. Après avoir précisé que les maisons de l'emploi n'ont pas vocation à devenir des opérateurs de placement, mais à inscrire leur intervention en complémentarité
des actions menées par les autres acteurs locaux de l'emploi sur le territoire et à développer une fonction de coordination. Ce cahier des charges définit les axes d'intervention obligatoire des besoins de l'emploi. Leur mission d'anticipation des besoins de main-d'œuvre et de reconversion des territoires, notamment en cas de restructuration déjà soulignée dans le premier article de la loi de 2005, a été confirmée puisqu'il y est précisé qu'un accent tout particulier est mis sur les problématiques de diagnostic partagé, d'observation du marché de l'emploi et d'anticipation des mutations économiques. La spécificité de l'action menée par les maisons de l'emploi peut notamment être illustrée par le projet Maison de l'emploi et développement durable porté par l'Alliance Ville-Emploi et l'ADEME. Il a pour objectif de conduire les acteurs locaux à intégrer dans leur anticipation et leurs projets les effets attendus par le Grenelle de l'environnement. Les axes d'intervention obligatoires des maisons de l'emploi. Axe 1. Développer une stratégie territoriale partagée du diagnostic au plan d'action. Cet axe est détaillé dans le cahier des charges de la façon suivante. Dans le cadre de ce premier axe, les maisons de l'emploi devront élaborer un diagnostic territorial sur la base d'une analyse du marché du travail et les potentialités du territoire en matière d'offres et de demandes d'emploi. Pour cela, les maisons de l'enfant s'appuieront sur les outils et travaux déjà existants au niveau local et régional, en particulier sur ceux de Pôle emploi, de la DARES, de l'INSEE et des services d'études régionaux du réseau territorial de l'État en matière d'emploi. Ce diagnostic qui pourra être largement diffusé aux acteurs locaux dans un souci d'appropriation des réalités locales constituera la base nécessaire à la détermination d'une stratégie partagée en matière d'emploi et in fine d'un plan d'action que les différents partenaires mettent en œuvre. Ce premier axe est structurant puisque les actions rattachées aux trois autres axes à caractère obligatoire devront s'inscrire dans ce plan d'action de la Maison de l'emploi. D'après l'Alliance Ville-Emploi, la mise en œuvre de cet axe se traduit par différentes interventions, comme par exemple le développement de centres de ressources prospectifs, approches prospectives concernant les besoins à moyen et long terme des entreprises. L'animation et la coordination de cellules partenariales de veille sur l'évolution du territoire et de commissions de travail partenariales, le développement de partenariats avec les services statistiques de l'État, les observatoires régionaux en formation, les agences d'urbanisme et les OPCA, etc. Des conventions mutualisation de données avec pour exemple les directs Pôle emploi, Mission locale, CCS, URSSAF, MCA, CCI et CMA. Axe 2. A participer à l'anticipation des mutations économiques. Le cahier des charges indique que sur la base du diagnostic précité, les maisons de l'emploi mènent des actions de coordination et d'information spécialisées à destination des acteurs locaux, institutionnels et économiques, afin de leur permettre de mieux anticiper les mutations économiques sur le territoire concerné. En particulier, les maisons de l'emploi participent à l'animation et à la coordination des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales. Elles favorisent également, avec les autres acteurs du service public de l'emploi, le travail en commun avec les branches professionnelles sous leur ressort territorial. Enfin, pour les bassins d'emploi non outillés, les maisons de l'emploi peuvent contribuer dans une logique de facilitation des parcours de mobilité professionnelle et de reconversion des territoires, à la coordination des parcours individuels ou développer le rôle de pivot d'une plateforme de reconversion. Les actions mises en œuvre dans ce cadre sont les suivantes. Accompagnement à la gestion professionnelle territorialisée des emplois et des compétences. Portage de conventions de revitalisation permettant à la Maison de l'emploi de consolider, en concertation avec l'ensemble des partenaires, l'ensemble des fonds reversés pour la revitalisation du territoire, en cohérence avec le diagnostic et les enjeux stratégiques du territoire. Développement d'actions d'accompagnement des mutations économiques et de sécurisation des parcours professionnels, en lien et en complémentarité avec les autres acteurs compétents du territoire. Mise en place de comités de veille information emploi par secteur
emploi par secteur d'activité. Plateforme de reconversion sectorielle ou territoriale ouverte aux salariés concernés par un risque de licenciement économique en phase de licenciement économique ou récemment licencié économique. Cellule de reclassement interentreprises permettant aux entreprises ayant licencié pour motif économique moins de 10 salariés de faire bénéficier d'un accompagnement les personnes dont elles se sont séparées. Axe 3. Contribuer au développement de l'emploi local. Sur la base du diagnostic initial et dans le cadre de la stratégie locale, les maisons de l'emploi ont vocation à contribuer au développement local. Elles doivent de ce fait coordonner, animer et produire une information spécifique déjà existante au niveau local, mais éclatée entre les différents acteurs territoriaux intervenant dans le champ de la politique de l'emploi. L'objectif est de fluidifier la transmission d'informations et les relations entre les acteurs sur le territoire et non de créer une nouvelle offre de services propres. En effet, il a été souvent constaté que les acteurs économiques, entreprises, salariés, demandeurs d'emploi, ne disposent pas d'une information suffisamment exhaustive sur les différentes problématiques relatives au développement local qui peuvent être traitées par plusieurs acteurs mais sans nécessaire coordination. Ainsi, une telle action d'information, d'animation et de coordination dans le respect des compétences de chacun des acteurs peut-elle intervenir dans des champs extrêmement divers en matière de développement local. Aide à la création d'entreprises, développement des services à la personne, responsabilité sociale des entreprises et intermédiation entre Pôle emploi et les très petites entreprises pour encourager ces derniers à déposer leur offre d'emploi auprès de l'opérateur national. Vive la France, vive la démocratie, vive la République.